Bonjour, merci beaucoup de votre présence. Et je voudrais remercier en particulier Stéphane Garniepi, Sylvestre et Marie-Noël pour avoir permis de me donner cette opportunité de présenter mes travaux devant vous. Donc, je vais vous présenter à la fois des travaux que j'ai initiés durant ma thèse et vous présenter notamment le cas que j'ai étudié durant ma thèse, mais aussi les poursuites en fait, de ces travaux que je réalise là en ce moment pendant mon postdoc. Donc je vais vous parler de conception en fait, des agroécosystèmes innovants. Alors, les agroécosystèmes, donc c'est des écosystèmes cultivés, et j'espère peut-être vous intéresser à une nouvelle façon de les voir, de travailler sur ces objets très complexes que sont les agroécosystèmes. Alors, je vais, dans cette présentation, commencer par poser très rapidement le contexte dans lequel on travaille, que vous connaissez bien, le contexte de la modernisation agricole, et puis poser un peu cette hypothèse selon laquelle les agroécosystèmes peut-être font face à une crise de la conception. Et puis, je vais vous présenter un cas expérimental, en fait, un cas empirique, dans lequel des acteurs ont mis en place un processus de conception collective à l'échelle de l'agroécosystème, et vous présenter le cadre conceptuel ou théorique que j'en ai retiré de l'analyse de cette initiative qui était assez pionnière, et puis vous proposer quelques axes de discussion. Alors d'abord, le contexte, bon, l'agriculture a fait l'objet d'une modernisation extrêmement performante depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Une multiplication par 10 des rendements céréaliers, par 100 de la productivité brute du travail agricole, une augmentation de 145% de la production alimentaire, de 280% en Asie. Donc des chiffres, je pense, peut-être inégalés dans d'autres secteurs économiques. Une modernisation qui s'est basée donc, sur un processus qu'on pourrait qualifier d'industrialisation, qui repose énormément sur la mécanisation, sur l'emploi d'intrants chimiques et sur une division des activités, que ce soit donc une division verticale avec des entreprises amont qui fournissent aux agriculteurs des intrants agricoles et puis des entreprises aval qui transforment les produits agricoles. Et une division, on va voir aussi au niveau du système de conception, puisqu'en fait, c'est un secteur dans lequel, après la guerre, on s'est fixé un objectif très clair, augmenter la productivité. Et grâce à cet objectif clair et partagé par l'ensemble des acteurs concernés, on a pu mettre en place un système de conception qu'on peut qualifier de régime de conception réglé, c'est-à-dire dans lequel les objectifs sont définis, les critères d'évaluation peuvent être assez facilement identifiés, et on peut donc diviser les tâches. Et c'est un modèle qu'on rencontre dans beaucoup de pays développés, et peut-être tout court, qu'on retrouve énormément à travers la planète. Donc avec des acteurs qui produisent des connaissances, les chercheurs, des acteurs qui vont chercher à s'occuper du développement, donc par exemple les instituts techniques, tous les organismes qui appuient les agriculteurs, et puis les agriculteurs sont considérés un petit peu comme des utilisateurs finaux de l'innovation. En fait, c'est un système dans lequel on estime que les agriculteurs n'ont pas tellement de rôle à jouer dans la conception des innovations, mais plutôt voilà, qu'on va transférer des innovations qu'on aurait conçues en dehors de l'exploitation agricole. Et c'est un modèle aussi qui s'est appuyé, un modèle de conception qui s'est appuyé sur une certaine modularisation de la conception, c'est-à-dire qu'on se fixe des objectifs très précis, et pour répondre à chacun de ces objectifs, on va chercher des paramètres de conception qui vont spécifiquement répondre à ces objectifs. Par exemple, pour nourrir les plantes, eh bien, on a conçu des fertilisants extrêmement adaptés. Pour protéger les cultures, on conçoit un certain nombre de produits, etc. Bon, sachant que, alors du coup, on obtient une matrice diagonalisée en fait entre les fonctions attendues et les paramètres de conception, ce qui est plus ou moins vrai parce que par exemple le labour c'est aussi utile par rapport à la destruction des adventices, mais globalement, on a un système de conception qui justement a soutenu ce processus d'industrialisation de l'agriculture et dans lequel on a cherché à, en quelque sorte, confiner les objets de la conception. On conçoit des organismes, des plantes ou
des variétés ou des races animales qui soient le plus performantes possible, dont on cherche à optimiser, toutes choses égales par ailleurs, la productivité. Et en fait, c'est un système qui a été extrêmement performant sur le plan de l'augmentation de la production, mais qui a des impacts qui encore aujourd'hui sont très mal maîtrisés, au niveau environnemental notamment, qu'il s'agisse de la pollution de l'eau, de l'air et des sols par l'utilisation massive, voire excessive, d'intrants de fertilisants chimiques ou de pesticides, une érosion de la biodiversité qui est liée à la simplification, l'homogénéisation des paysages, la destruction des habitats, une altération des cycles biogéochimiques qui est due notamment à la déconnexion entre production animale et production végétale. Donc, tout un ensemble de processus écologiques qui, en fait, reviennent en force et qu'on commence déjà depuis quelques années à essayer de mieux prendre en compte, mais dont on voit que finalement le système de conception qui a été mis en place pour soutenir la modernisation agricole n'est pas adapté. Alors, c'est pour ça que je pose cette question, finalement, est-ce que les agro-écosystèmes, est-ce que si on cherche à prendre en compte les écosystèmes, leur fonctionnement à une échelle beaucoup plus large que celle de la parcelle ou de l'exploitation, est-ce que finalement, ce ne sont pas des objets pour lesquels il y a une sorte de crise de la conception? Et pourquoi je dis ça? D'abord parce que, eh bien, on voit qu'on change complètement d'échelle et de problématique quand on se concentre sur des organismes tels que je le disais, et ce qui fait l'objet de la conception historiquement dans le développement des sciences de l'agriculture, quand on remonte déjà au XVIIIe siècle, on a cherché justement à optimiser la productivité à l'échelle des organismes, de comprendre comment les plantes pouvaient mieux utiliser les ressources des sols, etc. Donc on a étudié à ce moment-là un certain nombre d'interactions entre les plantes et le sol et le climat. Et puis à partir des années 1970, on s'est intéressé déjà à des approches un peu plus systémiques, à essayer de comprendre les agrosystèmes, donc notamment les interactions entre pratiques, les interactions entre parcelles. On a cherché à développer des modes d'évaluation multicritères des pratiques agricoles. Et de plus en plus émergent justement ces objets que sont les agroécosystèmes pour lesquels non seulement il faut prendre en compte les rétroactions dues à des processus écologiques, mais aussi les interdépendances entre acteurs, prendre en compte donc des processus à des échelles beaucoup plus larges et sur le long terme. Or, justement, ces agroécosystèmes, AES, semblent être des contextes finalement assez peu propices à des processus de conception innovante. D'abord parce qu'en fait, il n'y a pas d'acteur concepteur d'un agroécosystème. Qui est-ce qui va se charger de la conception d'un agroécosystème? Est-ce que c'est les agriculteurs qui sont propriétaires des exploitations? Est-ce que c'est le ministère de l'Agriculture? Est-ce que ce sont les MRC, les municipalités, etc. Il n'y a pas d'acteur concepteur ni gestionnaire de ces espaces-là. Il y a un ensemble d'acteurs qui sont souvent responsables de certains secteurs, de certaines ressources produites par ces systèmes. Et puis, par rapport à d'autres secteurs économiques, en fait, dans l'agriculture, on a plein d'entreprises individuelles, très dispersées. Et puis, il n'y a pas que les agriculteurs qui ont leur mot à dire, en quelque sorte. Il y a tout un tas d'acteurs, que ce soit les citoyens, que ce soit des organisations de défense de l'environnement, de gestion de l'eau, qui eux aussi ont leur mot à dire. Ils veulent de plus en plus s'exprimer par rapport aux décisions qui sont prises, par rapport à l'aménagement des agroécosystèmes. Donc, finalement, c'est des systèmes qui produisent énormément de ressources, pour lesquels il y a des intérêts divergents et des ressources extrêmement différentes, qui ne sont pas considérées donc comme des biens communs. On ne peut pas dire, mais il y a des biens communs, il faut que les acteurs se mettent ensemble et se coordonnent pour pouvoir. Non, il y a un ensemble de ressources pour lesquelles les acteurs ont des avis divergents. Et du coup, ça rend extrêmement difficile toute tentative de mettre en place des processus de conception innovante collective. De façon très classique, soit on observe des projets très participatifs dans lesquels on implique beaucoup de gens, mais c'est très difficile de les amener à innover ensemble, soit on a des petits groupes, voire des individus qui vont développer des innovations, notamment des chercheurs,
et qu'on va ensuite chercher à diffuser, à transférer, à faire accepter, parfois à coup de subventions, mais c'est extrêmement difficile parce que finalement, les agriculteurs n'ont pas forcément participé à ce développement d'innovation. Donc on voit que, au niveau des modèles d'organisation, c'est extrêmement compliqué, notamment par rapport à des secteurs dans lesquels il y aurait des grandes entreprises extrêmement hiérarchisées, dans lesquelles il y a une autorité de gestion qui va dire telle équipe va maintenant travailler sur tel projet. Là, c'est impossible. Donc, en termes de gestion et de gouvernance, ça pose des questions extrêmement intéressantes que j'ai essayé d'analyser dans ma thèse, et notamment à travers l'étude d'un cas que je vais vous présenter. Donc, en posant ces questions de recherche-là, finalement, comment concevoir les agroécosystèmes? Est-ce que c'est quels sont les raisonnements adaptés? Quelles sont les modalités aussi? Quelles sont les méthodes qui seront adaptées? Et quelles sont les modalités en termes de gouvernance aussi pour piloter des processus collectifs avec des acteurs qui parfois sont en conflit ou en tout cas ont des intérêts divergents. Donc, je vais vous présenter le cas que j'ai étudié, qui est en fait le cas d'un agroécosystème initialement en polyculture élevage, mais qui de plus en plus, depuis déjà plusieurs décennies, est en train de se spécialiser dans les grandes cultures, qui est situé dans l'ouest de la France, en Poitou-Charentes, et qui en fait, c'est assez intéressant puisque c'est une région agricole extrêmement dynamique, mais aussi un haut lieu de biodiversité dans lequel il y a 17 espèces d'oiseaux menacées au niveau européen et national, et dont l'outarde canepetière, qui est cet oiseau qu'on voit à droite. Alors c'est pas les mêmes outardes, c'est pas les oies, les bernaches, pas du tout, c'est un autre oiseau qui est presque maintenant qui vit essentiellement en Poitou-Charentes, mais qui a disparu de presque toutes les régions de France à part le sud de la France, et dont la population a décliné de 90% en 20 ans. Donc c'est un oiseau qui est extrêmement menacé et qui est assez emblématique de la région. Et donc ce qui est intéressant, c'est que dans cet agroécosystème, il y a d'une part ce dynamisme agricole qui est très, très important, qui contribue beaucoup à l'économie de la région, mais aussi beaucoup d'initiatives qui ont été initiées pour tenter de mieux concilier agriculture et environnement, avec notamment la présence d'un centre de recherche en écologie, le CEBC, Centre d'études biologiques de Chizé, qui mène depuis 20 ans maintenant un programme d'analyse et de compréhension du fonctionnement de l'agroécosystème et d'impact des pratiques agricoles sur la biodiversité. Et le projet que j'ai étudié est issu d'un partenariat entre une coopérative agricole locale, qui a environ 400 adhérents, qui est une petite coopérative agricole territoriale, et ce centre de recherche en écologie. Parce qu'en fait, cette coopérative agricole qui subit une compétition très forte de la part d'autres coopératives s'est dit que pour survivre, il fallait qu'elle se démarque et notamment qu'elle prenne le tournant vers des démarches plus agroécologiques, plus durables de l'agriculture. Et donc, elles ont cherché à acquérir auprès de partenaires locaux des compétences qu'elles n'avaient pas, et notamment des compétences sur la question de la biodiversité ou de la qualité de l'eau. Et ces deux acteurs se sont mis d'accord sur le fait de mettre en place une filière courte de luzerne pour en fait réintroduire cette culture qui a tendance à disparaître avec la diminution de l'élevage, mais qui a des propriétés agronomiques et écologiques extrêmement intéressantes, et notamment par rapport aux oiseaux. Mais ce qui n'est pas évident dans ce projet, c'est qu'en fait, les deux acteurs, assez paradoxalement, avaient des... j'avance un peu, mais j'en reviendrai, avaient des points de vue en fait assez divergents sur la luzerne. Pour les agriculteurs, en fait, c'est une plante fourragère, qui sert à alimenter le bétail, dont il faut du coup essayer d'augmenter la productivité à l'échelle de la parcelle. Alors que pour les écologues, l'intérêt de la luzerne, c'est de créer des habitats écologiques à l'échelle du paysage, c'est-à-dire de créer des sortes d'îlots dans lesquels les oiseaux, les insectes, etc., les petits mammifères peuvent se réfugier, notamment en période de travaux des sols sur les autres cultures, ou le passage de pesticides. C'est en fait des productions qui sont très peu perturbées et du coup qui sont des lieux de reproduction, de régénération de la biodiversité. Alors je reviens un petit peu en arrière pour vous présenter en fait ce qui s'est passé. Initialement, les chercheurs ont essayé
ils ont initié une démarche assez classique qu'on observe dans beaucoup d'endroits dans lesquels ils se mettent en place des actions de préservation de l'environnement, des milieux agricoles. Ils ont identifié une ressource, cet oiseau, mais pas que l'auteur de Canepetière, qui est en train de disparaître. Ils ont essayé de comprendre les processus écologiques qui soutenaient ce déclin, mais qui soutenaient aussi leur survie. Et ils ont identifié que, en fait, c'était un problème de disparition des insectes qui constituent l'essentiel de l'alimentation des jeunes poussins de tarbes. Et que du coup, le fait de recréer des espaces de régénération des insectes, si on peut dire, dans des espaces dans lesquels leurs œufs ne sont pas détruits par le labour, les adultes ne sont pas détruits par les herbicides et les pesticides. En fait, le fait de recréer des îlots de biodiversité dans le paysage, ça pouvait permettre une recolonisation par les insectes de la plaine, et donc de réaugmenter les populations d'insectes, et a fortiori d'oiseaux. Et du coup, ils ont cherché à développer des instruments incitatifs basés sur des incitations économiques pour inciter les agriculteurs à remettre en place des luzernes ou des prairies, en tout cas des productions sur plusieurs années et moins perturbées. Et le problème, en fait, c'est que tous ces raisonnements ont été imaginés par des chercheurs sans inclure, en fait, les agriculteurs, qui, du coup, ont le choix d'accepter ou non de signer des contrats pour mettre en place, parce qu'ils peuvent être payés pour mettre en place des luzernes ou pour garder des prairies. Mais finalement, ils ne savent pas exactement à quoi ça sert, ils ne savent pas pourquoi ici plutôt que là. En fait, ils ont juste à accepter ou non le contrat. Et en fait, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'il y a eu une très forte augmentation des contrats au moment où ils ont été mis en place, et donc des hectares en luzerne. Et puis depuis 2011, depuis que les prix notamment des céréales ont réaugmenté, et bien en fait, on est revenu au point de départ. Les agriculteurs ont arrêté de signer ces contrats. Donc, l'idée qui émergeait de ce partenariat avec la coopérative agricole, c'était de se dire, est-ce qu'on ne peut pas essayer de mettre en place une initiative plus durable, qui serait moins dépendante de l'argent public, qui impliquerait davantage les agriculteurs, et notamment qui les impliquerait aussi dans la conception du projet. Et donc, on a mis en place, c'était à ce moment-là, moi je démarrais ma thèse, donc j'ai en fait participé à un processus de recherche-intervention. Je les ai accompagnés dans l'organisation d'un atelier de conception collective, qui a été très court en fait. On a mis en place un peu en accéléré une méthode de conception qui est développée à l'école des mines, la méthode KCP. En fait, l'idée, le principe de cet atelier, c'était de se dire, la luzerne, ça peut paraître quelque chose de basique que tout le monde connaît, notamment dans le milieu agricole, mais en fait, c'est pas évident. C'est peut-être un objet dont l'identité même n'est pas la même selon les acteurs. Et donc, on pourrait essayer de réinterroger l'identité de cet objet. C'est pour ça qu'on le pose, plutôt que comme quelque chose de connu, on le pose comme un inconnu, dont on veut spécifier les propriétés. Finalement, vous, les écologues, quelle propriété vous attendez de la luzerne? Et vous, les agriculteurs, quelle propriété? Et vous, la coopérative, c'est peut-être encore d'autres propriétés. Donc, cet atelier de conception, ce n'était pas une étude de faisabilité de la filière, ni simplement un exercice de créativité dans lequel on demandait aux participants de produire plein d'idées. C'était vraiment un processus de réflexion organisée sur, finalement, quelle nouvelle forme de luzerne on pourrait imaginer qui à la fois pourrait concilier un maintien du revenu, enfin une augmentation du revenu agricole, et la création d'un habitat favorable à tout un tas d'espèces. Quels seraient les nouveaux critères de performance dont on se doterait? Et puis, finalement, quelles sont les connaissances manquantes? De quoi a-t-on besoin pour mettre en place un tel projet? Est-ce que vraiment on connaît tout sur la luzerne? Et en fait, on s'est aperçu que non, pas du tout. Il y avait effectivement plein de trous, de lacunes de connaissances, et pour lesquels il a fallu du coup mettre en place un projet de recherche. Donc, c'était un atelier très court. En fait, je vais le rappeler après un peu trop court, mais qui a été suivi ensuite par la mise en place de réunions mensuelles, notamment au niveau de la direction de la coopérative et puis des chercheurs en écologie, et puis par le lancement aussi d'une étude de faisabilité de la filière.
Et ce qui était intéressant, donc, c'est qu'à cet atelier, il y avait une 30aine de participants, et vraiment de tous horizons, à la fois des chercheurs, des agriculteurs, des techniciens, des élus, et donc tous ont essayé de réfléchir à ce que pouvait être une luzerne positive, et une luzerne qui permettait finalement de concevoir un agroécosystème qui soit durable à la fois au niveau écologique et économique. Donc c'est ce que je disais, c'est que normalement la méthode KCP, Knowledge Concept Proposal, qui est la méthode que j'ai mobilisée pour organiser cet atelier, elle se déroule dans le temps long, avec une phase de partage des connaissances, ensuite une phase de réflexion un petit peu créative sur des concepts. Alors par exemple, comme concept, il y avait une luzerne de première qualité, ou enfin une luzerne destinée à des animaux de compétition, ou une luzerne qui renforce l'identité territoriale. Enfin, c'était ce genre de concepts-là sur lesquels on essayait de les faire réfléchir. Et finalement, suite à cet atelier, la filière luzerne a été mise en place. Il y a eu donc, accompagné par un projet de recherche-action dans lequel des chercheurs de l'INRA, du CEBC, etc. ont participé. On a identifié des nouvelles techniques de production de la luzerne, des nouveaux modes de gouvernance, aussi des nouveaux rôles que pouvait se donner la coopérative. Mais finalement, dans la réalité, ce qui s'est passé, c'est que la filière a été mise en place, mais de façon un peu timide. Donc il y a eu seulement 130 hectares de luzerne implantées, au lieu de 500 visés initialement. Et en fait, la coopérative s'est montrée très prudente par rapport au fait qu'elle n'était pas sûre de pouvoir trouver les marchés, qu'elle n'était pas sûre de pouvoir vraiment intéresser les adhérents. Donc voilà, il y a donc, par rapport un peu à l'enthousiasme du départ, finalement, les réalisations étaient un peu moins intéressantes, moins ambitieuses que ce qu'on avait prévu. Aujourd'hui, toutes les leçons ne sont pas tirées, mais en tout cas, ce que j'ai tiré de ce processus, c'est un cadre théorique, c'est une manière finalement de conceptualiser ce qui s'était passé. Et depuis, ce que j'ai travaillé, en fait, c'est comment essayer d'appliquer ce modèle à d'autres situations. Et je pense que ça peut tout à fait vous intéresser, parce que finalement, c'est une réflexion sur comment utiliser les connaissances issues de la recherche dans des processus participatifs qui impliquent les acteurs. Et ce cadre théorique, en fait, il est en deux temps. Le premier, c'est de qualifier ce que j'ai nommé fonds écologique. En fait, ce que j'ai cherché à désigner, c'était finalement l'objet de la conception. Un agroécosystème, c'est extrêmement complexe, il y a plein d'interactions, il y a plein d'acteurs, il y a plein d'espèces, etc. On n'a pas vraiment de prise sur ça. En fait, quand on cherche à identifier le fond écologique, tout de suite, on donne prise à la conception, et c'est ce qui s'est passé quand les écologues ont identifié ce maillage de prairies dans le paysage. En fait, à partir de là, on s'est dit, ah oui, tiens, on peut travailler sur la distance entre prairies, on peut travailler sur les types de prairies, etc. Donc c'est quelque chose qui donne prise à la conception, et en même temps qui n'est pas une prescription très précise de ce qu'on doit obtenir. C'est-à-dire que quand on conceptualise l'agroécosystème comme un maillage de prairies, en fait ça laisse plein de liberté sur finalement ce que peut être l'agroécosystème in fine. On dit simplement, voilà, faut à peu près telle distance entre prairies, mais ça laisse plein d'espaces, plein de degrés de liberté ouverts pour la conception. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement l'écologie permet d'identifier des spécifications de base pour la conception, mais ensuite on peut proposer plein d'idées pour concevoir quelque chose qui réponde à ces spécifications initiales. Et c'est pour ça que je dis qu'en fait, ces connaissances, elles ne déterminent pas les choix que vont ensuite devoir appliquer les agriculteurs, elles ouvrent des espaces de conception. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et en même temps, ça guide la conception, parce que ça permet de montrer quels sont les processus écologiques clés à préserver pour maintenir le fonctionnement de l'écosystème, et donc délimiter un petit peu les efforts de conception. Et délimiter, du coup, le collectif de conception, puisque ce collectif, il n'est pas défini a priori. On n'a pas à dire a priori, tiens, on va mettre tel et tel acteur, c'est eux qui sont importants. Mais en revanche,
quand on entre par la problématique, on va se dire, ah, si on parle de luzerne, par exemple, on aurait besoin d'avoir des personnes qui seraient, qui auraient des choses à nous dire sur l'alimentation du bétail. Bah tiens, on pourrait faire venir une coopérative laitière. En fait, c'est en partant de la problématique qu'on va aussi s'intéresser et se questionner sur quel est le bon collectif de conception. Et là, c'est un peu ce qui s'est passé donc à Chizé, en Poitou-Charentes. C'est qu'on est parti sur cette idée de mosaïque paysagère avec donc les écologues qui avaient identifié comme proportion minimale de prairies 10%. Ils avaient dit, si on arrive à maintenir 10% de prairies, alors on peut assurer une certaine régénération des insectes et donc le maintien des oiseaux. Et du coup, à partir de là, en fait, on peut réfléchir aux propriétés de la mosaïque. Est-ce qu'on y met des éléments pérennes? Est-ce qu'on y met des cultures semi-pérennes? Dans ce cas-là, est-ce que si on met des légumineuses, quels intérêts ça peut avoir? En fait, les légumineuses, ça a des intérêts en termes d'amélioration de la structure des sols, de diminution du usage des pesticides, d'amélioration de la qualité de l'eau. Donc, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on ouvre des voies, et pour chaque voie, on peut finalement essayer d'explorer les valeurs qu'on va créer. Et par exemple, si on décide de mettre en place des légumineuses, on peut essayer de contrôler leur distribution dans le paysage, puisque là on s'intéresse au processus de dispersion des espèces. Et si on arrive à les disperser de façon suffisamment dense et aléatoire dans le paysage, on s'aperçoit que ça a des intérêts par rapport aux auxiliaires des cultures, par exemple aux carabes, aux criquets, etc., aux coccinelles. Aux criquets qui peuvent avoir, je parle des criquets non pas en termes d'auxiliaires, mais en termes d'importance dans le réseau trophique, parce que c'est des proies privilégiées des outards notamment. Si on s'intéresse plutôt à contrôler les modes de production des légumineuses, on s'aperçoit notamment qu'on peut travailler sur une coordination des dates de fauche au niveau du paysage, par exemple faire en sorte qu'il y ait des agriculteurs qui fauchent plus tôt et d'autres plus tard dans la saison. Et ça, c'est intéressant par rapport à l'alimentation des pollinisateurs. Donc on s'aperçoit, voilà, en ouvrant comme ça des pistes, finalement on peut explorer, in fine, des valeurs sur lesquelles on n'avait pas travaillé initialement, mais finalement pour lesquelles on s'aperçoit qu'on peut aussi contribuer. Et donc voilà, c'est ce que je propose, c'est de considérer, de partir du fond écologique, et ensuite de penser des expansions, donc des nouvelles propriétés de ce fond, et ensuite de travailler sur finalement les valeurs attendues de ces expansions. Or, ce raisonnement de conception, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne soit pas porté uniquement par les chercheurs. Parce que finalement, ce que ça peut créer, c'est exactement ce qu'on rencontrait tout à l'heure avec les mesures agro-environnementales dont j'ai parlé, les contrats. Il peut y avoir du coup un problème d'acceptabilité de la part des agriculteurs. Et c'est pour ça qu'en deuxième étape, en fait, je propose de considérer le fonds écologique comme un inconnu commun. C'est ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas un bien commun, mais on a quelque chose qu'on peut... On voit qu'on a donné prise à quelque chose qu'on peut construire collectivement. Et notamment, on a vu aussi dans ce raisonnement de conception qu'on mettait l'accent sur l'intérêt de collectif. Par exemple, une gestion concertée de la fauche, ou une gestion concertée coordonnée de la localisation des parcelles. Donc, ce qui est intéressant, c'est que finalement, les connaissances de l'écologie ont donné à voir ce qu'on pouvait faire en commun sur ce territoire. Mais en même temps, on n'a pas simplement laissé les écologues prendre en charge tout le processus de conception. On a cherché à impliquer d'autres acteurs pour essayer de garantir une meilleure acceptabilité du résultat, pour essayer de mieux comprendre les différents intérêts qu'il pouvait y avoir par rapport à l'agroécosystème. D'où ce parallèle que je fais par rapport aux travaux sur les biens communs. Ici, il ne s'agit pas de préserver des biens communs qui seraient là, mais plutôt d'essayer de concevoir des nouveaux biens communs, qui initialement, du coup, étaient inconnus. Alors ça, qu'est-ce que ça peut impliquer? Alors j'ai choisi 3 points, en fait, à vous présenter. La première, c'est que finalement, par rapport à des approches plus classiques, notamment en économie, sur la gestion collective des agroécosystèmes, en économie, on a tendance à penser les écosystèmes comme des stocks
dont les ressources sont à préserver. Et ça, c'est un modèle qui est extrêmement courant dans la modélisation économique. On parle de capital naturel, on parle de stock de ressources communes. Alors que là, l'approche que je propose, c'est pas de considérer l'agroécosystème comme un stock, c'est de le considérer comme un ensemble de processus à gérer. Parce que finalement, quand on parle moins de ressources mais plus de processus, on s'aperçoit que les connaissances nécessaires sont peut-être beaucoup plus conséquentes que ce qu'on pouvait imaginer au départ. On peut aussi s'autoriser à penser du coup des formes d'innovation par rapport à ces processus et pas simplement de préservation des ressources. Donc penser des nouvelles formes d'organisation qui soient plus adaptées à des processus d'innovation. Et puis, c'est à mon avis aussi une manière de réduire les conflits. Alors pour l'instant c'est encore une hypothèse, mais l'idée c'est de se dire que si les acteurs qui initialement n'ont pas les mêmes intérêts par rapport aux ressources ne réfléchissent que sur des ressources données, eh bien il y a conflit. Parce que finalement ce qu'ils cherchent à faire c'est de partager le gâteau. Alors que si on leur dit essayez d'imaginer des nouvelles ressources qui pourraient avoir des nouvelles valeurs, là en fait en quelque sorte on leur propose soit d'agrandir le gâteau, soit de transformer le gâteau. C'est un processus qui est assez différent et qui, à mon avis, est assez porteur dans des situations conflictuelles. Alors, voilà d'où, en quelque sorte, ce basculement du stock à préserver vers le fond à concevoir, qui, à mon avis, est une perspective intéressante, justement, par rapport à ces processus d'innovation collective. Et par rapport à des approches, du coup, à nouveau, des approches économiques classiques, dans lesquelles on va se dire, tiens, quels sont les services écosystémiques ou quels sont les processus ou les ressources qui ont de la valeur? Et ensuite, on va essayer d'imaginer des projets par rapport à ces services ou ressources qui sont identifiés à l'avance. Bien là, en fait, ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est que on ne cible pas a priori des ressources. On essaye d'abord d'identifier des configurations possibles de l'agroécosystème pour explorer ensuite les ressources et les valeurs. Donc, voilà un peu le basculement qu'on a essayé d'opérer dans le cas de JC. Et le deuxième point de la discussion, c'est qu'en fait, ça nous amène à réfléchir au rôle de la recherche, et notamment de la recherche en écologie. Parce que, là encore, traditionnellement, l'écologie, elle est souvent mobilisée pour éclairer des processus de décision, c'est-à-dire des processus pour lesquels on se fixe des objectifs à l'avance et on va ensuite essayer de comprendre quelles sont les différentes alternatives possibles, mais on se dit qu'on les connaît et on va choisir parmi ces alternatives connues la meilleure possible. Bien là, en fait, et c'est des raisonnements qui sont extrêmement fréquents, et c'est notamment, c'est ce qu'on va appeler par exemple la résolution de problèmes. Et c'est peut-être des choses avec lesquelles vous êtes familier d'ailleurs. Mais là, en fait, ce dont on s'est aperçu dans ce cas-là, c'est que finalement l'écologie, elle pouvait aussi être utilisée pour initier des processus de conception innovante dans lesquels les objectifs ne sont pas donnés a priori, mais sont identifiés au fur et à mesure du processus. Et du coup, c'est assez intéressant parce que ça, ce petit schéma très simple, en fait, ça montre où est l'inconnu. Dans un raisonnement de modélisation en écologie, on se dit, bon ben voilà, l'agroécosystème, c'est un objet très complexe, mais on va identifier un certain nombre de facteurs ou de pratiques qui vont avoir un impact sur l'état de l'écosystème. Et puis, in fine, on va se dire, tiens, on attend telle et telle propriété. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand on a des objectifs dont on se dote dès le départ. Donc, dans ces raisonnements, finalement, les pratiques et les propriétés attendues sont considérées comme connues. Et ce qui est inconnu, c'est finalement les relations entre eux et donc les variables qui vont permettre d'expliquer ce qui se passe entre le moment où on va gérer l'écosystème et puis l'état de cet écosystème. Donc l'inconnu, c'est les variables, et à partir du moment où on produit des connaissances sur les variables, on va éclairer des processus de décision. Et là, ce qui a été opéré, c'est plutôt, on part des variables qui ont été identifiées, donc maintenant les variables, ça devient le connu, et en fait, à partir de ce connu-là, on réouvre les pratiques potentielles, on va essayer d'imaginer de nouvelles pratiques de gestion, on va essayer d'imaginer des nouvelles propriétés de l'écosystème, des nouvelles valeurs pour l'écosystème. Donc ce renversement, je pense, est assez intéressant
pour aussi questionner la place de la recherche, finalement, dans les processus d'innovation. Et puis, je terminerai sur quelques perspectives en termes de politique publique. Bon, c'est pour l'instant, ça reste pour l'instant assez basique, mais c'est des choses que j'aimerais creuser. Notamment sur les critères d'évaluation des instruments de politique publique. En fait, aujourd'hui, c'est souvent quelque chose qui va freiner un peu l'innovation dans les politiques publiques, c'est est-ce qu'on va être capable de mesurer l'impact de ces politiques. Et aujourd'hui, on mesure essentiellement l'état des ressources, c'est-à-dire on va mesurer le rendement, est-ce qu'il a augmenté ou pas, on va mesurer des effectifs d'oiseaux, d'espèces protégées, est-ce qu'on les a maintenus. Là, il faudrait être capable de se doter de critères d'évaluation des processus en fait, qui permettent de maintenir le fonctionnement des agroécosystèmes. Et là, c'est déjà beaucoup plus complexe, mais je pense que c'est extrêmement important, notamment dans un contexte dans lequel, c'est un contexte de changements globaux, de changements climatiques, dont on ne peut pas prévoir finalement quelles seront les dynamiques attendues en termes d'évolution des ressources. On a besoin d'être constamment en capacité de s'adapter à des changements. Et je pense que si on s'intéresse davantage au processus plutôt qu'aux ressources, on sera beaucoup plus capable de s'adapter à ces changements en cours. Et le deuxième point, c'est que, en fait, les politiques publiques qui soutiennent l'innovation ont souvent tendance à essayer de contrôler les processus d'innovation, de planifier, de fixer des objectifs sur ce qu'on peut attendre de l'innovation. Or, on s'aperçoit, et c'est notamment les difficultés qu'on a rencontrées dans le cas HIC, que finalement, ce qui est difficile, c'est d'organiser ces processus d'innovation, d'identifier des acteurs légitimes, des coordinateurs qui puissent être reconnus par les autres acteurs et qui puissent faire fonctionner un collectif dans le temps long. Et donc, pour ça, il faut pouvoir identifier des règles d'organisation collective, etc. Et je pense que les politiques publiques ont un rôle important à jouer dans l'appui à la mise en place de telles structures qui soient vraiment en soutien au processus d'innovation. Et pour ça, je pense que des instruments flexibles, c'est-à-dire qui ne fixent pas d'objectifs à l'avance, mais qui sont plutôt en soutien à l'émergence de ces processus, seraient extrêmement intéressants. Et j'avais justement tout à l'heure une discussion avec une personne qui fait une thèse sur les politiques publiques liées à l'agroforesterie et qui me disait que justement les instruments qui permettaient une certaine flexibilité dans l'organisation des acteurs sont en train de disparaître, n'ont pas été renouvelés récemment, et elle me parlait notamment des laboratoires ruraux, je ne sais pas si vous connaissez cette politique, en fait, qui étaient en appui à des initiatives qui émergeaient du terrain et dans lesquelles vraiment c'était aux acteurs de définir quels étaient leurs objectifs, qu'est-ce qu'ils voulaient faire ensemble, etc. Et en fait, je ne sais pas exactement pourquoi ça a été annulé, mais probablement parce que c'était trop difficile de suivre l'impact réel de ces instruments de politique publique. Donc là, il y a quelque chose qui est extrêmement difficile, mais je pense que si on veut favoriser de plus en plus des initiatives à l'échelle territoriale qui impliquent les parties prenantes locales, il va falloir aller dans la conception d'instruments qui soient vraiment adaptés à ces situations. Voilà. Je vous remercie de votre attention. J'ai mis ici le livre en fait, qui a été issu de mes travaux de thèse, donc si jamais ça vous intéresse d'aller un petit peu plus loin, mais en tout cas je serais ravie de répondre à vos questions.